Bonjour à tous. Quand on pense à la mythologie grecque, on imagine tout de suite les dieux, les monstres, les grandes légendes. Mais aujourd'hui, on va aller voir un peu plus loin. On va creuser ce qu'il y a derrière ces histoires en se basant sur ce que les historiens nous disent. Et si toutes ces histoires n'étaient pas une sorte de Bible? Et si c'était en fait un langage, quelque chose que toute la société partageait? C'est vraiment la question clé. Pour bien comprendre les Grecs anciens, il faut vraiment mettre de côté cette idée que leurs mythes étaient des textes sacrés immuables. Alors, première partie, au-delà des légendes. Bien sûr, on connaît tous plus ou moins Homère, Hésiode, leurs grands poèmes épiques. Mais attention, pour vraiment comprendre leur place dans la société, il faut se dire une chose. Ce n'étaient pas des textes sacrés qui imposaient ce qu'il fallait croire. Et ça, c'est un point absolument crucial. Chez les Grecs de l'Antiquité, pas de texte sacré unique, pas de dogme officiel, pas d'église organisée. Rien à voir avec beaucoup de religions qu'on connaît aujourd'hui. C'est cette absence totale de dogme qui est la clé de tout. C'est ça qui va permettre toute la souplesse et la richesse incroyable de leur mythologie. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, mythe contre religion. Voilà une distinction super importante à faire. Pour bien comprendre leur mentalité, il faut vraiment séparer le mythe, qui est de l'ordre de l'histoire, du récit, de la religion, qui, elle, est bien plus concrète, ancrée dans des pratiques, des rituels. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le mythe. Là, on est dans les récits, la littérature, comme Homère. Et les poètes, ils avaient une liberté d'invention assez dingue. De l'autre côté, la religion. Là, c'est du concret, c'est l'affaire de la communauté. La piété, ce qu'ils appelaient l'eusebeia, ça se montrait par des actions. Participer au sacrifice, au festival. En fait, être un bon citoyen, c'était participer au rite de la cité. Croire à une version précise d'une histoire, c'était beaucoup moins important. Et l'exemple parfait de ça, c'est quoi? C'est que des auteurs aussi importants qu'Homère et Hésiode, eh bien, ils racontaient des histoires de la création du monde qui se contredisaient complètement. Pour l'un, tout vient d'océan, pour l'autre, du chaos. Et le plus fou, c'est que ça ne posait de problème à personne. Ces deux versions coexistaient tranquillement. Ça nous montre bien à quel point il n'y avait pas de dogme, pas de version officielle. On attaque la troisième partie. Dieu, héros et mortels. Essayons de voir un peu comment les Grecs voyaient leur monde. C'était en gros organisé en 3 grands niveaux, 3 étages si on veut, qui étaient tout le temps en train d'interagir. Alors, tout en haut de l'échelle, évidemment, on a les dieux. C'est la condition divine. Ils sont immortels, on les appelle les athanatoi. Et ils ne sont pas faits comme nous, pas du tout. Dans leurs veines, pas de sang, mais de liquor, une sorte de fluide divin. Ils ne mangent pas notre nourriture, mais du nectar et de l'ambroisie. Bref, il y a vraiment un fossé, une séparation radicale entre eux et les simples mortels. Et pourtant, et c'est là que ça devient fascinant, l'historien Hérodote les décrit avec un mot assez paradoxal, anthropophus, ce qui veut dire de nature humaine. Alors oui, ils sont physiquement différents, mais alors psychologiquement, ils sont incroyablement humains. Ils sont colériques, jaloux, amoureux, ils se vengent. Toutes ces passions très humaines, c'est ça qui les rendait si proches et si importants dans la vie de tous les jours. Juste en dessous des dieux, mais au-dessus des simples mortels, on a une catégorie intermédiaire, les héros. Et attention, on ne parle pas que d'histoire. Il y avait ce qu'on appelle les cultes héroïques. C'était quelque chose de très concret. Une communauté vénérait un héros local, un mortel légendaire, autour de ce qu'on pensait être son tombeau. C'était un peu comme un saint patron en fait. Il offrait une protection, une aide très locale et très pratique. Et là, il y a un détail super intéressant, et souvent méconnu. La plupart de ces héros étaient en fait des protecteurs locaux. Leur culte était limité à une ville, une région. Héraclès, lui, c'est vraiment l'exception. Il était connu et vénéré partout dans le monde grec. Mais pour la majorité d'autres, comme Thésée à Athènes par exemple, leur influence ne dépassait pas les murs de leur cité. On en arrive à notre quatrième partie, le mythe dans la cité. Et c'est là qu'on va voir comment tout ça s'imbrique. Parce que les mythes, il faut bien comprendre, ce n'étaient pas juste de belles histoires pour passer le temps. Non, non. C'était de véritables outils, des outils bien réels, utilisés au quotidien dans la vie de la cité, la police. Imaginez un peu la vie d'un mythe. Au début, c'est une histoire racontée par un poète. Ensuite, hop, un dramaturge s'en empare et le met en scène au théâtre pour faire réfléchir les citoyens. Après ça, un homme politique va l'utiliser dans un discours pour justifier une alliance. Et à la fin, un historien va même le traiter comme un fait presque historique. On voit bien que le mythe est une matière vivante, qui circule et se transforme. Et ça avait des conséquences bien réelles, hein. On n'est pas juste dans la littérature. Les mythes avaient une vraie valeur politique et même juridique. Par exemple, des généalogies mythiques étaient citées noir sur blanc dans des traités diplomatiques. 2 cités pouvaient justifier une alliance en disant « Regardez, on a un ancêtre commun légendaire ». Et ça marchait.
Même les philosophes, qu'on imagine être les ennemis du mythe, eh bien leur relation était super ambiguë. Prenez Platon. D'un côté, il oppose le mythos, le récit mythique, au logos, le discours rationnel, mais de l'autre côté, il se rend bien compte de la puissance de l'imaginaire et qu'est-ce qu'il fait? Il invente ses propres mythes, comme celui de l'Atlantide, pour faire passer ses idées. C'est quand même un sacré paradoxe. Allez, dernière partie. Un héritage toujours vivant. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est mais pourquoi ce système a-t-il si bien marché, et si longtemps? Qu'est-ce qui a fait sa force, et qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui? En fait, si ça a duré, c'est parce que ce n'était pas un système rigide. C'était plutôt une sorte de boîte à outils, hyper flexible pour comprendre le monde. Il n'imposait pas de croyances, il était intégré partout, en politique, dans l'art, en philo, et surtout il donnait un langage culturel commun à tout un tas de cités-États qui, sinon, passaient leur temps à se faire la guerre. C'était leur ciment. Et on termine avec une dernière question pour la route. D'un côté, on peut avoir un système de pensée, une Bible, qui est là pour donner des réponses toutes faites. De l'autre, on a le système grec qui, lui, offrait plutôt un cadre pour poser des questions, pour débattre. Alors, pour construire une civilisation, pour la faire avancer, lequel des deux est finalement le plus puissant? La question reste ouverte.